Mec, faut qu'on fasse le thé. Oh, c'est mort. Ouais, c'est clair. T'es dans le mal aussi? Ouais, on a un peu abusé sur la vodka hier soir. Mais en fait, c'est quoi la vodka? Oh. Bitch niggas be like, oh my god. Avant d'être liquide, la vodka, ce n'est au départ que des simples pommes de terre ou bien des céréales. Cette matière première va être transformée avant d'être embouteillée et vendue à travers le monde. D'ailleurs, je ne sais pas si tu sais, mais le plus grand importateur de vodka en Suisse sont les États-Unis, suivis de l'Allemagne et de la Suède. Les Russes, eux, sont les plus grands consommateurs au monde, avec une moyenne d'environ 17,8 shots par mois, soit 25 fois plus qu'en Suisse. Un shot, c'est un petit verre de 5 centilitres d'alcool que l'on boit en une fois ou cul sec. Tiens, la soirée d'hier a sûrement fait augmenter la moyenne. Oh les gars, arrêtez avec vos blagues. La vodka n'est évidemment pas le seul alcool sur le marché. Les plus consommés d'entre eux sont la bière et le vin, loin devant les spiritueux et les cidres. En 2012, ce sont près de 750 millions de litres de boissons alcoolisées qui ont été vendus en Suisse, soit une moyenne d'environ 95 litres par habitant et par année. Attention cependant à ne pas confondre la consommation d'alcool pur et la consommation d'alcool effective. Lorsque l'on boit un demi-litre de bière, on n'absorbe pas la même quantité d'alcool que si l'on boit un demi-litre de whisky. Cette différence réside dans le pourcentage d'alcool par litre de la boisson, aussi appelé degré alcoolométrique centésimal. Au plus ce taux est élevé, au plus elle contient d'alcool pur. Mais dis-moi Jamy, qu'est-ce que c'est l'alcool? D'un point de vue chimique, on parle d'alcool éthylique ou éthanol. L'éthanol, c'est le produit de la fermentation des fruits, des céréales ou des pommes de terre. L'éthanol est constitué de 2 atomes de carbone, représentés ici en noir, de 5 atomes d'hydrogène, représentés en blanc, et d'un groupement hydroxyle, constitué d'un atome d'oxygène et d'un atome d'hydrogène. Il existe plusieurs alcools, et attention à ne pas confondre l'éthanol avec le méthanol, qui lui est hautement toxique pour le corps humain, et dont seule une petite quantité ingérée peut tuer. Nous sommes ici, dans le petit village de Gilly, où se trouvent de nombreuses plantations de raisins, qui est la matière première pour la production du vin. Tout d'abord, le raisin va être récolté pendant une période qu'on appelle vendange, qui va généralement de début septembre à début octobre, lorsque le raisin est le plus mûr et donc le plus sucré. Ensuite, il est broyé en jus de raisin, qu'on appelle aussi le mou. Jamy, il est excellent ce raisin. Le mou est conservé dans de grandes cuves pendant plusieurs jours, généralement entre 4 et 10, où il subit une transformation chimique pendant laquelle le glucose devient de l'éthanol. C'est l'étape de la fermentation alcoolique. C'est à ce moment-là que le taux d'alcool du vin va être défini. Au plus le raisin a été sucré, au plus ce taux sera élevé. Il varie généralement entre 11 et 14 degrés. Le vin obtenu va ensuite être filtré pour le débarrasser de son dépôt solide, afin d'obtenir un liquide totalement homogène. La prochaine étape, c'est la plus longue dans la production du vin. C'est l'étape de maturation, appelée aussi vieillissement, où le vin est entreposé dans des tonneaux en bois pendant plusieurs mois. Le but de cette étape, c'est d'améliorer les arômes dans le vin. Le produit fini est finalement embouteillé et distribué dans le commerce.
Moi, un bon rouge sur la terrasse au soleil, j'adore. Mais dis-moi, Jamy, on m'a toujours dit de consommer avec modération. Pourquoi ça? Eh bien parce que l'alcool est un véritable poison, une substance cancérigène pour le corps. En effet, une consommation excessive endommage bon nombre d'organes vitaux, tels que le cerveau, le foie ou l'estomac, mais aussi tous les autres organes touchés par le trajet de l'alcool dans le corps, allant de la bouche jusqu'au rectum. Mais dis-moi, Jamy, lesquels de ces organes sont les plus touchés? Un des organes les plus touchés et atteint le plus rapidement par l'alcool est le cerveau, seulement quelques minutes après en avoir consommé. Cet effet rapide est dû aux nombreux vaisseaux sanguins présents dans le cerveau, puisque l'alcool se propage majoritairement dans le sang. Une fois dans le cerveau, l'alcool va agir sur ces neurones en les stimulant. En temps normal, lorsqu'on est stressé, le chlore présent dans le cerveau, représenté ici en vert, va passer dans les neurones à travers des canaux que l'on appelle récepteurs GABA. La fonction du chlore est d'apaiser le cerveau. Et lorsque l'on consomme de l'alcool, l'éthanol vient se fixer sur ces récepteurs GABA. Le problème avec l'éthanol présent sur les récepteurs est qu'il les ouvre trop et pendant trop longtemps, ce qui a comme conséquence de laisser rentrer trop de chlore dans les neurones, et donc d'apaiser, de ralentir encore plus le cerveau. On se sent donc plus détendu, plus relâché, mais le temps de réaction augmente, l'acuité visuelle et la concentration baissent fortement. En plus de ça, l'alcool a un effet désinhibiteur, c'est-à-dire qu'il supprime nos limites. On agit donc plus forcément de manière raisonnable, on se sent euphorique et la perception des dangers se dégrade. Cela peut provoquer un comportement agressif, voire violent. Allons voir quelqu'un qui est souvent confronté à ce genre de situation. Nous sommes ici au poste de police de Nyon, où nous avons rendez-vous avec monsieur Olivier Ries, qui est le chef de l'unité de prévention. Pour la ville de Nyon, donc on ne peut pas dire qu'on intervient tous les jours pour des problèmes d'alcool, mais si on prend par exemple sur une semaine, je pense qu'une dizaine de situations on les a, donc pratiquement 1 à 2 situations par jour. De plusieurs années, c'était un mariage où c'est le marié qui, lui, fortement alcoolisé, s'est battu avec un des invités. Puis on a dû intervenir pour cette situation. Et les jeunes qui boivent aujourd'hui, pourquoi c'est un problème? Ça a toujours existé, que certains jeunes boivent, les alcools changent. Et puis là, ces dernières années, on peut constater que donc, les jeunes boivent de plus en plus d'alcool fort, et puis très rapidement. Souvent, en début de soirée, on les voit avec des bouteilles en PET. Et puis avec des mélanges à l'intérieur, ils boivent vite et fort, donc ils sont très vite alcoolisés. Mais là on parle du jeune qui a 15, 16, 17 ans. Selon un sondage anonyme réalisé au sein des gymnases pour notre travail, 85% des jeunes admettent de boire avec excès au moins 2 week-ends par mois. Comme nous l'a dit Monsieur Ries, les alcools les plus prisés lors des soirées des jeunes sont les mélanges et les alcopop. La bière, elle, reste l'alcool le plus populaire chez les jeunes. À part ça, si je sors avec des amis en voiture, combien je peux boire? Un jeune conducteur aujourd'hui qui est à l'essai, donc lui il a le droit à 0,1 pour 1000. Vous buvez une bière, vous conduisez derrière, vous êtes au-delà de 0,1. Oups! Donc c'est très strict. Donc là cette année, le maximum qu'on a contrôlé sur un contrôle routier c'est 2,53 pour 1000. On élimine entre 0,12 et 0,15 pour 1000 par heure. Il faudrait 17 heures pour arriver, que la personne arrive à 0,0. À une alcoolémie de 0,8 pour 1000 par exemple, le temps de réaction est rallongé de 30 à 50% par rapport à une personne qui n'a rien bu. Si on continue alors à boire, on commence un peu à perdre l'équilibre et on peine à marcher droit.
On parle alors d'état d'ivresse. Pour démontrer concrètement ses effets lors d'une alcoolisation, nous avons demandé à 4 jeunes, 2 filles et 2 garçons, de se prêter à une expérience pour le moins intéressante. Allons voir ce que ça donne. Je m'appelle Vadim, j'ai 17 ans. Marco, 21 ans. Je m'appelle Michel, j'ai 17 ans. Luisa, j'ai 16 ans. Nous avons demandé aux 4 sujets de résoudre une énigme de logique ainsi qu'une équation de maths, adaptée à leur niveau scolaire. Ils ont, un par un, été testés sur leurs réflexes et leur équilibre. Pendant ce temps, nous avons également relevé quelques données médicales, telles que la température du corps et le pouls. Ils se sont ensuite réunis pour résoudre un memory, tous ces tests ayant été chronométrés. Nos 4 participants ont ensuite chacun ingéré une quantité d'alcool définie en fonction de leur poids ainsi que de leur sexe. Le but final était qu'ils atteignent tous le seuil d'1 gramme pour 1000 d'alcool dans le sang. Les filles étant plus légères que les garçons, elles ont donc eu moins à boire. Nous leur avons par ailleurs demandé de ne pas manger 2 heures avant l'expérience pour ne pas fausser les résultats. Après avoir bu, la prochaine étape consiste à refaire une énigme et une équation de maths du même genre. Ils ont aussi refait les tests de réflexe et d'équilibre, puis le memory dans une ambiance beaucoup plus animée. Cependant, la concentration n'y était plus. Tout nous paraît beaucoup plus drôle. On rigole sur des choses sur lesquelles on rigolait pas autant avant. Avant, on jouait plus sérieusement et maintenant, on a plus tendance à rire et retourner n'importe quoi comment. Donc voilà. En effet, les résultats parlent d'eux-mêmes. La durée du memory a augmenté de plus de 40%, en passant de 13 à 18 minutes. Le rythme cardiaque a augmenté de 15% en moyenne, et la température corporelle a chuté de 5%, descendant dans les cas les plus extrêmes jusqu'à 35,4 degrés. Le problème des mathématiques a lui aussi été très convaincant. Les participants ont presque pris 2 fois plus de temps que lorsqu'ils étaient sobres, et certains ont même commencé à raisonner de manière un peu douteuse, comme nous l'explique Vadim. Bon, en fait, c'est assez bizarre parce que concernant mon raisonnement sur l'équation, au début, j'avais un raisonnement parfaitement logique et rationnel. Et au bout d'un moment, je me suis dit que par déduction, j'arriverais à trouver la réponse. Parce que souvent, je faisais ça et ça marchait. Et au final, j'ai perdu au moins 5 minutes là-dessus. Et pour finir, j'ai dû revenir à mon raisonnement de base. Et ça m'a fait perdre énormément de temps. Et au final, c'était complètement inutile. On a vu qu'à court terme, l'alcool ralentit l'activité du cerveau. Il agit principalement sur sa partie avant, qu'on appelle le lobe frontal. Celui-ci commande la maîtrise de soi, ainsi que le raisonnement et la résolution de problèmes. Ces dommages sur le lobe frontal entraînent à long terme une baisse des capacités intellectuelles. Lorsqu'on commence à boire quotidiennement avec excès, les neurones ne vont plus seulement ralentir, ils vont commencer à mourir. C'est ce qu'on appelle la perte de tissu cérébral. Le volume du cerveau peut ainsi diminuer de 10 à 15% après 10 ans. Cependant, le cerveau n'est de loin pas le seul organe endommagé par la consommation excessive d'alcool. Mais en fait, c'est marrant que tu dis ça. Après la fête de l'autre soir, j'avais super mal au ventre. Oh mon Dieu, Jamy, comment ça se fait? J'ai un cancer! Moi aussi j'avais super mal. Rassurez-vous, il n'est sûrement pas encore trop tard. Mais attention, tout cet alcool que vous buvez avec excès a justement aussi des conséquences dramatiques sur votre système digestif. Mon système digestif? Comment ça? Et oui, c'est le foie, le plus gros organe interne du corps, qui élimine à lui seul 95% de l'alcool que l'on consomme. Le reste est éliminé par la respiration, la sueur et l'urine. Une fois arrivé dans le foie, l'alcool va être éliminé grâce à des enzymes. Tout d'abord, l'éthanol va être métabolisé par l'enzyme alcool déshydrogénase, qu'on appelle aussi ADH, en acétaldéhyde, une substance très toxique, notamment parce qu'elle attaque les membranes cellulaires. Dans un deuxième temps, cet acétaldéhyde va lui-même être métabolisé par l'enzyme acétaldéhyde déshydrogénase, qu'on appelle aussi ALDH, en acide acétique.
Finalement, cet acide acétique va être métabolisé en dioxyde de carbone, en hydrogène et en eau afin d'être éliminé définitivement par le corps. Lors d'une consommation excessive d'alcool, donc lorsqu'il y a trop d'éthanol dans le corps, le foie ne suit plus, n'arrive donc pas à l'éliminer correctement. Cela entraîne une accumulation d'acide gras dans le foie. Une accumulation d'acide gras dans le foie, c'est ce qu'on appelle une stéatose, et c'est une des graves maladies hépatiques liées à l'alcool. Bonjour, docteur Huliger. Bonjour. L'alcool empoisonne aussi le fonctionnement du foie, qui est responsable de la synthèse d'une multitude de choses, et puis notamment de ce qu'on appelle les lipoprotéines, c'est-à-dire c'est des protéines qui vont se lier aux graisses pour pouvoir les faire se transporter dans le corps. Et puis dans cette intoxication donc lente, avec une consommation chronique de l'alcool, il y a de la graisse qui, au lieu d'aller circuler là où elle doit circuler, se met dans le foie. Et à long terme, ça peut endommager aussi le foie, et puis notamment éventuellement aboutir à une cirrhose. Donc la suite de la stéatose, c'est la cirrhose Oui. Alors la cirrhose, c'est quelque chose qui est irréversible. Une stéatose, si les gens arrêtent de boire, ça ne pose pas de problème particulier. Tandis que la cirrhose, elle, va progresser même si les gens arrêtent de boire. En fait, quand le foie se détruit, il se répare extrêmement rapidement. Par exemple, si quelqu'un fait le don de la moitié de son foie pour sauver son enfant, son conjoint qui aurait une maladie du foie, en un mois, le foie restant aura pris la taille normale. Donc c'est une machine qui pousse très 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 vite le foie. Maintenant, il y a les cellules du foie qui font le travail, et puis il y a les vaisseaux sanguins et les canaux biliaires qui apportent du sang ou éliminent ce qui doit être éliminé par le foie. Puis malheureusement, la cirrhose, c'est que la cicatrisation des cellules du foie et la cicatrisation des vaisseaux sanguins, elle ne se fait pas au même endroit. Alors finalement, vous avez des morceaux de foie qui sont plus en contact avec leur réseau sanguin et les canaux biliaires, puis vous avez des cicatrices un petit peu partout. Et puis c'est pour ça que c'est une maladie qui est spontanément évolutive, parce que vraiment, comme tout organe, il faut qu'il y ait un flux sanguin adéquat pour que ça reste vivant et efficace. Puis là, au fur et à mesure que la cirrhose progresse, le flux sanguin va tout simplement pas au bon endroit, et il y a des régions du foie qui vont continuer à mourir. Un des cancers très, très classiques liés à l'alcool, c'est le cancer du foie. Tiens, Jamy, j'imagine que tu sais qu'un sérieux problème avec l'alcool, c'est que comme toute autre drogue, avec le temps, le corps peut s'habituer à en recevoir régulièrement, au point d'en devenir dépendant. En plus de ça, les études ont démontré qu'au plus tôt on commence à boire, au plus on aura un risque de développer une addiction à l'âge adulte. C'est donc un véritable problème de santé publique, et les enjeux de campagne de prévention sont très importants. Allons voir quelqu'un qui s'y connaît mieux que nous en alcoolologie. Nous allons essayer de comprendre quelles solutions existent pour faire face à l'alcoolisme. Nous sommes ici dans le cabinet du docteur Helen pour lui poser toutes ces questions. Ok, bonjour docteur Helen. Bonjour. Alors, qu'est-ce que nous faisons pour ces patients? La première chose est de leur faire comprendre qu'ils ont un problème d'alcool. Parce que rarement ces gens-là viendront en disant « Docteur, j'ai un problème d'alcool ». C'est quelque chose qui arrive, mais la plupart du temps, c'est nous qui le soupçonnons, qui le détectons. Les patients, s'ils le savent, ont parfois de la peine à l'admettre. Et la première chose dans la prise en charge, c'est d'arriver à un consensus. Oui, j'ai un problème d'alcool. Oui, j'aimerais qu'on s'en occupe. Alors, il y a deux manières de détecter l'alcoolodépendance. Il y a ce que vous dira le patient, il y en a même trois. Ce que vous dira le patient, ce que je vois chez le patient, et ensuite ce que je vois dans ses analyses de laboratoire. Alors souvent, le patient ne parlera pas d'alcool. Il va me dire, dans l'une des trois rubriques, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire qu'il dort mal, qu'il en a assez. Parfois, il sera déprimé.
Il aura parfois des problèmes de peau, parfois des problèmes de poids, très souvent des problèmes de digestion et des problèmes d'insomnie. Alors on estime que la consommation excessive d'alcool en Suisse touche 20% des adultes. C'est peut-être intéressant de vous montrer cette courbe qui montre qu'il y a une relation entre la quantité d'alcool, surtout si c'est du vin, consommé par jour, et la mortalité. C'est une courbe en J. Si on s'en tient par exemple à une consommation régulière faible, ce qu'on voit dans le paradoxe français, les Français qui boivent un petit peu de vin rouge régulièrement sans excès en principe, ces gens-là seront en meilleure santé, ils auront une mortalité plus basse, que les gens qui ne boivent rien du tout, pour qui l'alcool est le diable absolu. Alors, les gens qui ne boivent rien du tout, zéro, ils auront une mortalité plus élevée que des gens qui boivent raisonnablement un peu, d'accord ? Mais qu'est-ce qu'on voit ? Que dès qu'on augmente, déjà vous augmentez de 1 verre, ça remonte, et après ça remonte de façon exponentielle et très rapidement. Au final, au-delà de son effet euphorisant, l'alcool a beaucoup trop d'effets néfastes pour en consommer régulièrement avec excès. Il n'a pas seulement des conséquences à court terme, mais il peut nuire à votre santé encore bien des années plus tard. Je voudrais adresser un message à tous ceux qui nous regardent. N'oubliez pas une chose capitale, l'alcool est votre ennemi. Et fuir l'ennemi, c'est lâche. Coupé! Mais non, Jamy, t'as rien compris. C'est pas ça le message. Ah, ça va, hein. Allez, viens, on a fini. Oh, une petite binouse, une petite blonde. Une petite blonde, santé. Santé. Pose du son, Fred. Ça ressemble quand même un peu. Je vois peut-être. Je crois que j'ai pas fait gaffe. J'habiterai dans un Formule 1. Tous les soirs je prendrai des cuites. Whisky, vodka ou les deux. Whisky, vodka ou les deux. Faudrait savoir ce que tu veux. Faudrait savoir ce que tu veux. Whisky, vodka ou les deux. Whisky, vodka ou les deux. Faudrait savoir ce que tu veux. Faudrait savoir. L'alcool brûle les tissus de l'organisme. Et vous le sentez quand vous en buvez. Ça pique. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui.